Bien, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Vinciane Pirenne-Delforge. Comme Patrick et Philippe, je suis professeur dans cette maison. Mais moi, c'est l'Antiquitas dont Patrick Boucheron parlait tout à l'heure, l'Antiquité grecque pour être plus précise. Et je suis très contente de l'avoir entendu vous préciser que l'Antiquitas était ce qui ne passe pas, ce qui justifie évidemment que je sois là. Juste peut-être un mot très bref. La ville, dans l'Antiquité, c'est évidemment déjà une notion importante, mais dans l'Antiquité grecque qui m'occupe, c'est plutôt ce qu'on appelle la cité. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental quand on travaille sur l'histoire grecque. C'est cette notion de cité, la polis, dont nous avons hérité par le biais de tout le vocabulaire de la politique. Mais juste souligner peut-être que les dieux grecs dont je m'occupe beaucoup, dans les récits véhiculés par les Grecs, les dieux se disputaient pour obtenir la position de divinité tutélaire dans une cité. Donc c'était un prix extrêmement prisé dans le monde des dieux grecs. On voit toute l'importance de cette notion. Vous dire aussi, parce que je pense que c'est vraiment fondamental, qu'être grec à l'époque, c'était faire partie d'une cité. Donc la définition même de la grécité, c'était la vie en cité. Et Patrick Boucheron parlait tout à l'heure des métropoles. Il y a derrière ce terme une véritable matrice au sens presque étymologique. La métropole, c'est la ville-mère. Non pas celle, comme la colonisation moderne le veut, qui va imposer quelque chose à l'extérieur, mais qui envoie des enfants, c'est-à-dire ses citoyens, chercher fortune ailleurs, et être totalement indépendant d'elle, en tout cas sur le plan politique. Donc on voit bien qu'il y a là aussi des éléments de comparaison qui seraient intéressants à mobiliser. Mais ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Et donc, je vais présenter tout de suite le premier intervenant de cette session, à savoir Thomas Leroux, qui est historien de l'environnement, chargé de recherche au CNRS, membre du groupe de recherche sur l'histoire environnementale, donc évidemment au cœur des problématiques qui sont celles de ce colloque et du projet Avenir commun durable dans sa globalité. Thomas Leroux est spécialiste des risques, de la question des risques industriels et des pollutions, et évidemment nous allons l'entendre avec grand intérêt sur le thème de l'émergence du risque environnemental urbain et sa régulation au XVIIIe et XIXe siècle. Thomas, c'est à vous. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de m'avoir invité, même si au début j'avais été un peu surpris de parler de la ville du futur alors que je m'attache à étudier la ville du passé, mais les présentations de ce matin et notamment celle de Patrick Boucheron ont largement déminé cette question de savoir si l'historien était légitime pour parler de la ville du futur. Je vais juste donner dans cette courte présentation quelques éléments qui portent essentiellement sur Paris, à l'époque de la première industrialisation. Ça, c'est pour cadrer un petit peu, époque de basculement, en fait, en termes d'appréhension des sociétés urbaines face à leur environnement, basculement aussi en termes de régulation. Donc, quelques mots très, très rapides avant de rentrer dans le vif du sujet pour dire tout simplement qu'en quelques générations, ou plutôt qu'en quelques décennies, en fait, les rapports ville-environnement ont fortement changé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête pour savoir quelle ville du futur, c'est-à-dire que l'avenir est ouvert, changer sous des contraintes multiples que l'on va voir, et aussi une façon de montrer que, évidemment, le Moyen-Âge a été exploré déjà ce matin, mais que les villes urbaines avaient déjà une conscience environnementale extrêmement forte, et là on va le voir sur la partie XVIIIe siècle. Donc tout d'abord, un petit tableau sur les rapports à l'environnement de la ville à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est une ville sans industrie ni artisanat, mais c'est une ville qui n'est pas foncièrement façonnée par le monde industriel, ses technologies, ses techniques, ses infrastructures. Ville pré-industrielle qui nous mène ici, pour remettre en contexte, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en quelque sorte, jusqu'aux années 1800. Les rapports sont fondés, alors il y a des relations de savoir médicaux, des relations de savoir hygiénistes, etc., mais surtout des relations qui sont gérées par une approche très juridique, et notamment par tout simplement le droit commun,
le droit commun qui définit par le droit des servitudes, à la fois en droit romain et en common law, dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, les relations des individus à l'égard des autres, et notamment en milieu urbain, des relations de proximité très proches qui empêchent quiconque de gêner autrui. Donc chacun est libre de posséder son bien et d'en jouir, comme il le souhaite, à condition de ne pas gêner son propre voisin, qui a le droit de ne pas être importuné par une activité quelconque. Et ça nous mène rapidement à la question des activités artisanales et industrielles, qui sont l'objet de mes recherches, en quelque sorte, pour savoir si les activités artisanales et industrielles peuvent se déployer en ville sans gêner autrui. Et donc, en fait, ce que l'on remarque, je vais assez rapidement, mais ce que l'on remarque et ce que l'on peut déterminer, en fait, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et c'est issu d'un droit médiéval, donc ça parcourt aussi toute la période moderne, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a une appréhension de l'environnement qui vise à la conservation des citoyens. C'est l'expression qui est employée par le commissaire de police Nicolas de Lamare, qui est le grand commissaire de police du début du XVIIIe siècle, qui écrit un traité de la police. C'est une grande encyclopédie de jurisprudence policière depuis le Moyen-Âge jusqu'aux années 1700, et grande encyclopédie juridique de plusieurs milliers de pages qui est copiée partout en Europe. Pour lui, Nicolas de Lamare, il faut conserver la santé des citoyens, l'expression la conservation des citoyens. Et dans ce cadre, il y a une politique de régulation extrêmement stricte à l'encontre des établissements artisanaux et industriels qui sont vus, perçus, vécus comme très agressifs pour la santé humaine, offensifs et dangereux. Et il s'agit donc de protéger la santé des citoyens et donc d'avoir une action coercitive vis-à-vis des activités industrielles. Alors, sous trois angles, sous trois approches, une approche normative, une approche préventive et une approche répressive. L'approche normative, on le retrouve dans ce code de police, mais dans différents autres textes, avec l'élaboration de normes, de règlements, des règlements de police générale. D'après cet ordre normatif, et il y a tout un chapitre dans cette grande encyclopédie qui s'intitule « Éloigné du milieu des villes, les professions qui peuvent infecter l'air », il y a toute une série de préconisations qui empêchent le déroulement, le fonctionnement des activités artisanales et industrielles au cœur des villes, à proximité en tout cas des habitations. Il y a un autre aspect qui est préventif, puisque certaines activités sont absolument nécessaires à la vie urbaine. C'est le cas par exemple des bouchers pour la viande de la viande, on a parlé un peu des abattoirs ce matin. C'est le cas aussi d'autres activités comme par exemple les chandelleries pour fabriquer l'éclairage urbain des classes populaires et pas que populaires. Et donc des enquêtes de commodo et incommodo sont rendues obligatoires avant qu'un établissement artisanal ou industriel fonctionne. C'est le cas ici d'une enquête de commodo et incommodo. Je n'ai pas résisté à vous montrer cet exemple parce que ça concerne une boucherie et une fonderie de suif, donc propre à fabriquer les chandelles, qui en fait était localisée à 2 pas du Collège de France ici, puisque c'est au croisement de la rue du Foin et de la rue de la Harpe, donc on est tout près, entre ici et Cluny, le musée de Cluny, et donc enquête de commodo en commodo qui était en fait organisée au niveau de la lieutenant générale de police, qui était réalisé par le commissaire de police du quartier avec une obligation d'interroger les voisins, les syndics des bouchers, les syndics des artisans, et de déterminer si l'activité était commode ou incommode et dans quelle mesure, en fait, elle devait être régulée, autorisée, interdite, supprimée, etc. L'autre aspect, donc, c'est que ça aboutit à une forme d'éloignement des activités artisanales et industrielles des espaces habités, soit un éloignement préventif avec une interdiction d'ouvrir un atelier dans le cœur urbain, soit après un système répressif, c'est-à-dire une connaissance d'ateliers ayant fonctionné parfois sans autorisation ou parfois ayant été rattrapés par l'urbanisation et qui vont, parce qu'ils sont au voisinage d'habitants, être obligés de quitter ces lieux habités et de s'installer en périphérie. C'est le cas ici, ce qui est entouré en noir de la grande triperie et fabrique d'huile d'éclairage de l'île des Cygnes,
dans les années 1760 qui regroupe dans un seul lieu, dans une usine. Donc on est ici à l'extrémité du faubourg du Saint-Germain, du Gros Caillou, hein, c'est-à-dire une zone très peu urbanisée, on n'est pas loin de la Tour Eiffel actuelle, qui regroupe d'anciens artisans qui étaient au cœur de ville suite à l'urbanisation du XVIIIe siècle et donc qui ont été exclus de la ville. Un autre exemple d'exclusion, c'est la vallée de la Bièvre, hein, avec cette rivière en amont de la Seine, dans le faubourg Saint-Marcel, où ont été rejetés un certain nombre de tanneurs et de teinturiers à la fin du XVIIe siècle, regroupement par lequel, en fait, ensuite, cette petite rivière s'est industrialisée avec précaution au départ, au XVIIIe siècle, et de façon beaucoup plus intensive au XIXe siècle. Alors, un autre aspect, c'est celui de la répression, et je détaille une affaire importante au niveau de cette répression, c'est-à-dire que, de manière générale, quand un atelier ou une fabrique en ville était installée sans autorisation, en fait, une enquête de voisinage permettait de montrer qu'il s'agissait d'un délit. On est dans le droit commun, hein, et qu'on avait affaire à un artisan, un industriel qui était délinquant, voire criminel, puisqu'il pouvait attenter à la santé publique et provoquer des décès dans le voisinage, hein. Et dans ce cadre-là, ces artisans étaient poursuivis en chambre criminelle, ce qui n'aura plus lieu au XIXe siècle. C'est un des aspects du basculement entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et un exemple, c'est celui qui concerne les fabriques d'acide nitrique, qui était l'acide fort principalement utilisé avant les années 1770, avant la fabrication d'acide sulfurique à l'échelle industrielle, dans un grand nombre d'activités artisanales et industrielles, et notamment la métallurgie et le textile, qui sont les deux piliers du développement industriel, hein, de cette première révolution industrielle. Et ces ateliers d'acide nitrique, où on distillait globalement, hein, soit des pyrites de fer, soit de l'argile, principalement de l'argile, qui composait des aspects nitreux. Là, on a une illustration de 1774, tirée de l'Encyclopédie des arts et métiers. Ils dégageaient dans l'atmosphère aussi des rejets gazeux très importants. Et ils étaient à Paris, localisés à l'extérieur de la porte Saint-Denis, c'est-à-dire à l'extérieur de la zone urbanisée. Avec l'urbanisation, certains ateliers se sont retrouvés entourés d'habitations, pas forcément de façon très très dense, mais avec quelques voisins, ce qui les a amenés à devenir des délinquants pour la police, puisqu'ils gênaient la santé publique, notamment du voisinage, et à donc être traduits en chambre de police, voire en chambre de police en tant que délinquants, voire en chambre criminelle. Et donc on a plusieurs affaires de ce type contre des artisans d'acide nitrique en 1750-1752, et puis ici en 1769, le commissaire Lemaire, le bras droit du lieutenant général de police, qui mène une enquête contre une fabrique d'acide nitrique et dont le rapport est éloquent. Il constate tout d'abord que ce sont des vraies incommodités et que ce sont même des insalubrités, que c'est dangereux pour la santé publique, et que quelque utilité que ces établissements puissent être, ils ne peuvent être tolérés dans l'intérieur de Paris, et qu'en vertu de ce principe, ils seront poursuivis en chambre répressive de police. En quelque sorte, c'est une analyse un peu jurisprudentielle fondée sur l'expérience commune, et que dans une logique où la santé publique est largement supérieure en termes de priorité à l'utilité économique, et enfin, un grand nombre de règlements tendant à bannir de ce capital toutes sortes de professions contraires à la salubrité de l'air existent, et donc l'artisan sera assigné à la chambre de police. Donc une approche réglementaire et répressive très forte. Et en fait, là c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'au XVIIIe siècle, dans les archives de la chambre de police, on retrouve quantité de cas de cette façon, également aux archives du Parlement, qui était la cour d'appel. En l'occurrence, cette affaire, hein, elle a été portée en appel par l'artisan devant la chambre de second degré, donc le Parlement de Paris. Et le Parlement de Paris a confirmé la sentence du lieutenant général de police. Et le lendemain de cette confirmation par le Parlement de Paris, la garde de Paris est venue détruire les installations sans indemnité de cet artisan en 1769. Alors, ce tableau général montre que, je pourrais rentrer dans quelques détails et d'autres exemples, mais montre que la ville du XVIIIe siècle et les villes des siècles précédents est très attentive à son environnement. Je donnerai quelques éléments d'explication plus tard.
très rétive. En fait, l'industrie n'est pas encore une valeur qui est synonyme de progrès, de prospérité, d'emploi. Elle est plutôt perçue d'une certaine façon, parfois nécessaire, utile, mais parfois dangereuse à la santé publique. Une régulation donc stricte doit être déployée pour que les habitants ne soient pas menacés par les émanations de ces établissements. Et une autre façon de le dire, c'est que cette régulation, elle est tout à fait inscrite dans le droit des nuisances, dans le droit commun, chose qui sera séparée au XIXe siècle entre la distinction entre droit civil, droit pénal. Et ici, on est dans des cas où les artisans peuvent être même mis en prison pour avoir en fait provoqué une nuisance et attentatoire à la santé publique. Alors cet ordre de régulation est tout à fait bousculé par les premiers pas de l'industrialisation, des industriels qui se trouvent finalement freinés dans leur développement par ces règles, des industriels qui sont contents finalement d'être pas loin des lieux d'habitation parce qu'ils y trouvent une main-d'œuvre et un marché à proximité, et qui vont faire ce qu'on pourrait appeler une forme de lobbying pour rentrer en ville et casser certains règlements, soit de la jurisprudence, soit de normes plus générales. Alors, c'est le basculement des années 1800, et en fait, on est dans ces années 1770-1830. Bien sûr, ça ne se passe pas en une seule année, en une seule journée. C'est par à-coups et puis par basculement progressif que ça se met en place. Mais ça se met en place notamment selon une logique qui est celle de l'encouragement industriel, l'encouragement aux innovations techniques, technologiques, et en particulier sous la pression de la concurrence de la Grande-Bretagne qui est déjà rentrée de plein pied dans la première industrialisation. Je prends l'exemple tout simplement de la machine à vapeur qui, malgré la lenteur de son introduction en France, devient l'objet fétiche de la modernisation de la fin du XVIIIe siècle. Machine à vapeur déjà installée dans des mines au début du XVIIIe siècle, donc les pompes à feu, c'est-à-dire une machine qui va pomper l'eau dans les mines, et sinon des machines à vapeur qui sont adaptées à l'industrie à partir des années 1770-1780, qui n'existent pas en France, et que le gouvernement souhaite importer pour se moderniser et aussi tenir la concurrence vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et la première machine à vapeur installée en France, elle l'est à Paris. Or, il était tout à fait interdit de brûler du charbon de terre dans l'enceinte de Paris pour des raisons de nuisance, de pollution, parce que le charbon de terre dégage de mauvaises odeurs, notamment du soufre, et puis elle est très volumineuse, etc. Et donc, il a fallu 3 ans d'enquête de lieutenant général de police, du bureau de la ville, du secrétariat d'État à la Maison du Roi, de l'Académie des sciences, etc., pour évaluer l'impact qu'une machine à vapeur qui fonctionne nécessairement au charbon de terre, parce que c'est la technologie britannique, elle ne fonctionne pas au charbon de bois, pour déterminer si une machine à vapeur pouvait être nuisible ou pas à Paris. Alors, cette machine à vapeur ici, c'est la représentation de la deuxième machine à vapeur, celle qui est installée au Gros Caillou tout près de l'usine des tripes et de l'huile d'éclairage que j'ai montré tout à l'heure. On a ici le dôme des Invalides aussi derrière, à gauche. La première a été construite en bas de la colline de Chaillot en 1781 et celle-ci, c'est 1782. La mise en service, on voit cette machine à vapeur à la fois comme un spectacle que les Parisiens viennent voir, une nouveauté exceptionnelle, un peu effrayante, avec ces fumées, ces panaches de feu qui sortent de la cheminée. Mais c'est une innovation qui a finalement été permise par les autorités de police parce qu'elle permettait l'introduction d'une innovation très importante pour le développement industriel. Ici, ce sont des machines à vapeur pour pomper l'eau de la Seine dans un régime d'adduction d'eau pour l'eau potable, notamment des beaux quartiers du faubourg des Champs-Élysées et du faubourg Saint-Germain. Mais de manière générale, c'est l'encouragement de nouvelles technologies britanniques pour développer l'industrialisation française. Et donc, c'est en vertu de cette innovation et de l'encouragement industriel que des premières brèches à la réglementation ont été ouvertes. Ici, autorisation de brûler du charbon de terre en ville, dans Paris, de façon inédite, qui se poursuit dans les années suivantes par des autorisations aussi expérimentales de brûler du charbon de terre dans les brasseries ou dans les porcelaineries, par exemple. Par ailleurs, d'autre part, ça peut être aussi pour l'encouragement de la production des acides sulfuriques notamment, en proche banlieue parisienne, toujours en vertu d'encourager l'industrie par rapport à la concurrence étrangère.
Et puis un autre aspect, ça va être des éléments de contexte qui sont pour le cas français, celui de la Révolution française, qui évidemment une révolution politique, sociale, institutionnelle de très forte ampleur, et qui concerne cette question des régulations artisanales et industrielles, parce que ça va participer à la fondation d'une nouvelle appréhension de l'environnement. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique bien, et le début de l'article, on est bien dans le régime du droit commun, que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, donc ça se rapproche du droit des servitudes. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Donc il y a des droits qui sont concurrents et qui doivent s'arrêter dans certaines limites. Mais les limites du droit commun qui étaient de façon jurisprudentielle issues de textes issus du monde médiéval, ici, il va y avoir une espèce de transgression très importante, c'est que ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, c'est-à-dire la volonté générale. Et une loi, c'est l'expression d'autre chose que ce que le droit commun nous a légué. Alors évidemment, ici, on est sur un texte qui est déclaratif, qui n'est pas normatif, mais ça nous mène tout à fait dans une direction qui va être actée ensuite par un décret en 1810 sur les établissements insalubres, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la Révolution française, c'est aussi un élément, une période contextuelle où c'est non seulement la Révolution, mais la guerre avec des puissances étrangères, donc une désorganisation totale, l'abolition aussi d'un certain nombre de règles d'Ancien Régime, d'institutions d'Ancien Régime qui garantissaient le droit des nuisances. Et dans un contexte particulier, là, une citation parmi d'autres, c'est que les commissaires de police sont désemparés face à des industriels, des artisans qui déclarent que la liberté leur donnait le droit de fabriquer ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, avec les quantités qu'ils voulaient. Et on en arrive dans la décennie 1790 à un Paris qui s'industrialise fortement, malgré une conjoncture économique en déclin, qui s'industrialise fortement, avec notamment, et ça c'est un peu le paroxysme, la Manufacture de Paris, c'est-à-dire un établissement de dizaines d'ateliers de fabrication de guerre dans Paris, y compris une grosse poudrerie à Grenelle, près des Invalides, qui accueille 2000 ouvriers, dans le but de produire en masse, évidemment, pour tenir et livrer, fournir les armées face à toutes ces guerres républicaines, notamment à partir de l'an 2, contre les puissances coalisées extérieures. Alors, après la guerre et les soubresauts révolutionnaires, en fait, à la fois des changements structurels et conjoncturels vont se cristalliser autour d'une figure très importante, qui est Chaptal, qui était lui-même chimiste, industriel, puisqu'il avait fondé une manufacture d'acide sulfurique à Montpellier juste avant la Révolution française, qui est aussi un intellectuel remarqué et qui, en 1798, fonde une nouvelle usine d'acide sulfurique aux Ternes à Paris, c'est la place des Ternes actuellement, dans le 17e arrondissement. En 1799, il écrit un essai sur le perfectionnement des archimistes, qui est en fait un programme de politique économique. Membre de l'Institut comme chimiste, toutes ses qualités le font remarquer par Napoléon Bonaparte, premier consul qui le nomme ministre de l'Intérieur en 1800. Ministre de l'Intérieur, il est de 1800 à 1804. Et c'est ce personnage, en fait, qui va, avec d'autres chimistes, refonder le nouveau droit de régulation des établissements nuisibles, parce qu'il est premièrement chimiste, donc un expert, deuxièmement fabricant d'acide sulfurique, donc lui-même confronté à ces questions de nuisance. D'ailleurs, en 1803, il est mis en procès par la justice de paix de son quartier pour pollution, procès qu'il fait fermer d'autorité en tant que ministre de l'Intérieur. J'ai retrouvé les lettres qui le prouvent. Et académicien et ministre, bien sûr, ministre donc en charge de la régulation. Donc il est à la fois à la tête de trois triangles, de trois côtés du même triangle, qui est à la fois le producteur de nuisances, le régulateur et l'expert, en fait. Et en 1804, il commande à l'Académie des sciences un rapport sur les établissements insalubres, quasiment en plein procès auquel il est confronté, Académie des sciences qui désigne Chaptal comme rapporteur de cette question, avec un autre chimiste, compagnon de route, Guiton de Morveau, dont on va parler encore un peu tout à l'heure. Et dans ce rapport de 1804, et un autre rapport en 1809 qui sera écrit conjointement avec trois autres chimistes, Chaptal, donc, en fait, dit qu'effectivement, c'est à la loi de trancher, que ces établissements doivent être classés en trois classes différentes, suivant leur dangerosité.
mais qu'en tout cas, il faut arrêter cette justice, cette police locale de proximité, arbitraire, forcément arbitraire, et qu'il faut que la nation protège l'investissement industriel, en quelque sorte, et que cette loi sécurise les investissements, et donc en quelque sorte l'accumulation du capital, et notamment des grandes entreprises chimiques qui doivent certes être contrôlées, mais dont l'autorisation est absolument indispensable. Et pour vraiment mettre en acte cette volonté qui ne découle qu'après 1810 sur la loi, il crée ce Conseil de salubrité de Paris en 1802, où sont nommés des grands académiciens, pharmaciens, chimistes, donc très peu de médecins, essentiellement des acteurs du développement industriel, parce que tous ces pharmaciens chimistes et membres de l'Institut sont non seulement des amis de Chaptal, par exemple Darcet au milieu ici, il co-dirige l'usine d'Éterne avec Chaptal, mais ce sont aussi eux qui ont été à l'origine et qui font les premières expérimentations du développement de la soude artificielle, qui est la production industrielle la plus polluante du XIXe siècle, y compris Marc, qui était médecin, qui est présidé, qui est devenu le secrétaire de l'Académie de médecine rénovée en 1820. Mais ils sont fabricants aussi de produits chimiques et de gaz d'éclairage, la nouvelle industrie très polluante aussi à partir de 1817 en France. Et donc un conseil de salubrité qui définit ce que c'est que la nuisance industrielle, alors que la plupart de ses membres en fait sont membres de ces établissements industriels. Et donc ça nous mène à une loi de 1810 qui est extrêmement protectrice vis-à-vis de l'industrie, puisque en fait elle va distinguer essentiellement, bon, je résume pas toute la loi, mais une de ses caractéristiques, c'est qu'elle distingue le côté civil du côté pénal de l'activité industrielle. Et en quelque sorte, c'est l'article 12 qui le dit, en fait, il n'y a plus de droit pénal pour les industriels. Si un établissement de première classe est donc considéré comme potentiellement insalubre, c'est le Conseil d'État qui doit en être le juge après des recours administratifs. Et donc, on devient dans un régime dérogatoire, un droit dérogatoire pris en charge par l'administration. Pourtant, le Code pénal de la même année dit bien, dans son article 479, que ceux qui émettent des exhalaisons nuisibles peuvent être poursuivis en chambre correctionnelle. Mais dans les débats qui s'ensuivent, dans les débats sur les juridictions des différentes chambres, ou cours administratifs, tribunaux administratifs, etc., Héron de Villefausse, conseiller d'État, 1824, dit bien que c'est précisément parce que l'application des règles de droit commun avait présenté d'énormes difficultés dans les affaires de ce genre, c'est-à-dire dans les affaires de pollution, ici, c'est ça qui est débattu, et aussi là sur le cas des explosions des machines à vapeur, qu'il a été reconnu nécessaire en France d'établir une législation spéciale concernant les établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Tout était dit, c'était l'administration qui devenait en charge de ces régulations. Alors, petit voyage en Grande-Bretagne pour montrer aussi comment ça s'est passé en Grande-Bretagne. Ça s'est fait un peu différemment, mais dans un sens identique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, avant 1863, de loi qui bouscule le régime des régulations en Grande-Bretagne. En revanche, ça s'est fait par une jurisprudence, et donc par une jurisprudence judiciaire, qui, de plus en plus, s'est portée en faveur des industriels, sous une logique d'encouragement en fait au monde industriel. Et ça, on le voit notamment en analysant, parce que les archives judiciaires Grande-Bretagne sont assez compliquées, mais en analysant, je ne vais pas les lire, mais en analysant les jurisprudences des cours d'appel, donc de second degré, ici la King's Bench, donc des procès pour nuisance. 1757, donc Lord Mansfield, qui a été pendant plus de 30 ans à la tête de la King's Bench, dans les années 1750 et 1780. Donc en 1757, il dit bien, là c'est pour un cas particulier bien sûr, c'est une usine d'acide sulfurique, la première d'ailleurs de Londres, 1757, que c'est peu importe de savoir que ça soit nuisible, unwholesome, c'est suffisant, si c'est incommode, d'interdire cette usine. Et 1776, là, il discute un peu différemment. Il dit, oui, mais alors cette usine, alors c'est du sel à ammoniac, elle est utile pour le pays. Si on l'interdit, mais où est-ce qu'on va pouvoir produire cette drogue utile, ce produit chimique utile pour le développement industriel? Donc là, finalement, il tranche en faveur de l'industriel. Alors bien sûr, les cas
justement, ce sont des cas, hein, donc ils sont issus de contextes différents, etc. Mais, et c'est pas moi qui l'ai établi, mais à la fin dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la jurisprudence britannique se montre elle aussi beaucoup plus en faveur de l'industriel, raison sans doute pour laquelle elle n'a pas eu besoin de loi pour protéger l'accumulation du capital industriel, alors qu'en France, la justice a été rétive jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et même durant les années du Consulat et de l'Empire, parfois, rétive aux établissements industriels, et c'est donc par la loi, en fait, qu'ils ont pu s'installer. Donc ça nous mène, mais là je montre juste les diapos et je terminerai pour quelques mots d'explication, à une ville à Paris industrielle, centre des Lumières qui est devenu centre manufacturier au XIXe siècle. Et là, je pourrais m'éterniser, mais j'en parle pas tellement. Je montre juste quelques images d'une ville qui a été façonnée par l'industrie, d'une capitale façonnée par l'industrie, comme Londres finalement aussi au XIXe siècle et comme d'autres villes industrielles. Ici, c'était une usine à gaz. Pour terminer sur quelques mots d'explication, pourquoi on passe d'un régime de régulation très strict vis-à-vis de l'industrie à un régime beaucoup plus favorable. Alors évidemment, c'est toujours un faisceau de facteurs, hein, ce n'est pas une explication unique. Une première piste, c'est celle de l'incertitude médicale. Hein. On a parlé, donc Patrick Boucheron a parlé tout à l'heure d'une médecine aériste, c'est-à-dire qui considère que les miasmes peuvent être dangereux pour la santé, c'est-à-dire les mauvaises odeurs, par exemple. Et effectivement, au XVIIIe siècle, on trouve quantité, notamment ici, d'ouvrages couronnés par les académies, d'ouvrages qui considèrent que, effectivement, les mauvaises odeurs véhiculent les maladies les plus funestes, et donc les ateliers, les usines. Et donc, pour cette raison de crainte pour la santé publique, ces établissements industriels sont relativement régulés avec sévérité. Ça bascule dans le dernier tiers du XVIIIe siècle parce que certains chimistes font des expériences et aboutissent... Alors, certains chimistes aboutissent à montrer que les mauvaises odeurs ne sont pas forcément source de maladies. Et donc ça, c'est un des changements. Un autre changement, c'est de dire que ces mauvaises odeurs et ces miasmes peuvent être détruits par d'autres agents, et notamment les acides. C'est Guiton de Morveau qui a écrit avec Chaptal en 1804 son rapport sur les établissements insalubres. Guiton de Morveau en 1773 qui réalise une expérience à Dijon où il détruit les miasmes qui se développaient dans la cathédrale de Dijon en faisant une fumigation d'acide chlorhydrique. Fumigation d'acide chlorhydrique dans la cathédrale. Une fois qu'elle avait été faite, ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait plus d'odeur et donc les acides forts, puisque c'est l'acide muriatique oxygéné, donc acide chlorhydrique, avaient détruit ces miasmes. Alors c'était bien pratique pour l'industrie naissante des acides, acide nitrique, acide sulfurique, puisque plutôt que d'être offensives, ces usines devenaient salvatrices, puisqu'elles permettaient, soi-disant, de détruire les miasmes qui se propageaient dans l'atmosphère. Une autre innovation, Patrick en a parlé ce matin avec le lieutenant-général de police Lenoir qui s'entoure de pharmaciens experts, ici Parmentier et Cadet de Vaux, qui vont être les deux grands pharmaciens de la lieutenant-général de police du XVIIIe siècle, pour en fait amener une nouvelle expertise sur l'insalubrité urbaine. C'est-à-dire que Lenoir ne se reposait plus seulement sur ses commissaires de police qui avaient leur propre expertise jurisprudentielle, juridique, etc. Il suffisait de dire que c'était nuisible pour que ça le soit. Lenoir commissionne Cadet de Vaux et Parmentier pour essayer de déterminer, d'un point de vue chimique, plus scientifique, quelles sont les sources d'insalubrité. Et Parmentier, notamment, dans sa dissertation physique, chimique et économique sur la nature et la salubrité des eaux, dit que l'insalubrité de la Seine, qui ne dénie pas forcément, elle est contrecarrée par des produits chimiques qui viennent d'autres industries, comme l'air l'était par l'acide sulfurique, raison pour laquelle, en fait, il a été rendu possible, à partir des années 1800, de jeter dans les rivières un certain nombre d'effluents, alors que c'était strictement interdit avant. Deuxième raison, c'est la question de la vulnérabilité et des vulnérabilités locales. Je vais être un peu rapide, mais dans le cadre où, on a parlé aussi ce matin, la question de l'alimentation, de l'eau, c'est vital pour une ville, et que nous sommes dans des villes, des cités où on s'approvisionne essentiellement sur place. Il est donc tout à fait nécessaire de préserver le local, de préserver le milieu local
tel qu'il est, sans être pollué par une industrie quelconque. Donc, d'où l'interdiction de rejeter les effluents dans les rivières ou de rejeter des choses dans l'air, parce que ça peut détruire les récoltes localement. Ce n'est qu'à partir du moment où, grâce aux ingénieurs, grâce aussi à l'amélioration des moyens de transport, donc au monde industriel, on peut s'approvisionner loin, que le milieu local peut être dégradé sans nuire, sans être vital pour la santé des populations locales. D'une certaine manière, c'est le progrès technique des infrastructures qui, en fait, a été une des causes des pollutions et de l'autorisation des pollutions locales. Là, ici, on voit le réseau d'adduction d'eau en 1840. Alors, il faudrait le développer, mais en fait, si on regarde par strate historique, l'approvisionnement est local, alors pas que local, mais essentiellement local jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et après 1840, on s'approvisionne beaucoup plus loin en eau potable, d'où finalement la possibilité de rendre non potable des puits, des sources locales, et donc d'accepter un certain nombre d'activités industrielles au cœur des villes. Et dernier élément, je m'arrêterai en quelque sorte un peu là, c'est l'horizon technique. Par exemple, pour les usines à gaz que Jean-Baptiste a beaucoup étudiées aussi, donc nouvelles technologies, il s'agissait de distiller du charbon de terre en milieu urbain à partir des années 1817, qui produisait un gaz d'éclairage qui était stocké dans ces immenses réservoirs. En 1817, le Conseil de salubrité est saisi de cette affaire pour savoir dans quelle classe cette industrie devait être rangée. Est-ce qu'elle était insalubre, incommode, etc. Et en fait, le rapport de 1817, qui aboutit au classement du ministère de l'Intérieur juste après, dit que ça devrait être une industrie de première classe, c'est-à-dire la plus dangereuse. Or, si l'on veut que cette industrie se développe et qu'elle ne peut se développer qu'à proximité immédiate des habitations, parce qu'il faut des longs tuyaux, il faut minimiser les risques aussi, parce que plus c'est long, plus il peut y avoir des fuites, ça ne peut être donc qu'être qu'à proximité, donc préconise un rangement dans la seconde classe. C'est-à-dire que là, on est sur un raisonnement qui attribue à la technique et à l'industrie la priorité vis-à-vis de la santé publique, y compris pour les classements tout simplement normatifs, pas seulement dans les pratiques, mais avec une industrie du gaz qui va être donc en deuxième classe plutôt qu'en première, pour ces raisons purement techniques. Alors, quelques mots pour conclure. Donc j'en ai parlé du droit commun des villes pré-industrielles, chose très très importante, qui permettait de poursuivre un industriel en chambre pénale. Le régime dérogatoire qui se met en place dans les villes industrielles avec l'administration qui supplante la justice d'une façon globale. Et puis donc ce faisant, on passe d'une notion de nuisance, c'est-à-dire quelque chose de local et de social, qui était très opératoire d'un point de vue juridique, à une notion de pollution qui dilue les responsabilités, qui fait passer du local avec une expertise de la physique et de la chimie beaucoup plus importante, en déniant au monde social la capacité, et donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la démocratie locale, de se mobiliser sur ces sujets. Et donc la vulnérabilité et savoirs médicaux, je viens d'en parler, ainsi que les techniques comme horizon de régulation. Donc peut-être que ces quelques perspectives de changement en quelques décennies sur une ville majeure du XVIIIe, XIXe siècle peuvent être une source de réflexion sur la ville du futur. En tout cas, on voit bien que des changements ont eu lieu en très peu de temps dans une des plus grandes villes de l'époque. Voilà, je vous remercie.